Parce que si je prends un vecteur de R2, c'est XY, je peux l'écrire comme étant XE1 plus YE2. E1 étant 1, 0 et E2 étant 0, 1. Et puis, c'est très facile de vérifier que E1 et E2 sont libres. Ça se passe pas pareil. Alors, je vais poursuivre sur cette question-là. Alors, voilà. Alors, donc, on l'a dit, une base, c'est une famille génératrice et libre. Hein, c'est ce qui est donné ici dans la définition. Un espace vectoriel sur K, F, c'est la famille V1, V2 jusqu'à Vn, une famille de vecteurs de E. Puis on dit que F est une base de E si F est une partie libre et F est une partie génératrice. Vous avez en face de vous ce document? Oui. D'accord. Alors, les exemples, on a dit, c'est la base canonique pour Rn, d'accord? Donc, 1, 0, 0, 0, et puis E2, c'est 0, 1, 0, 0, 0, etc. Et donc, En, pour chaque, on a vu pour R2 et R3, mais bon, vous pouvez mettre N quelconque, et ça marche. Alors, ensuite, l'autre exemple, c'est les polynômes de degré inférieur ou égal à N. Polynôme sur R, par exemple, ben, il est facile de voir que 1x, x2 jusqu'à xn est une famille libre et génératrice de Rn de x. Elle est, génératrice parce que vous savez que chaque polynôme s'écrit comme étant somme des AXI. Donc c'est A0 fois 1 plus A1 fois x plus A2 fois x2, etc. plus AN fois xn. Comme j'ai dit, de degré inférieur ou égal à n, donc ça ne dépasse pas xn. Et donc, ça va faire une partie génératrice. Et puis, on peut vérifier qu'elle est libre. Il y a plusieurs techniques. Je ne vais pas trop m'intéresser à ça pour le moment. Hein. Je pourrais répondre plus tard à des questions, mais on va avancer. Parce qu'on a besoin d'avoir des outils pour pouvoir traiter les exercices. Donc, on va essayer d'avancer vite. Éventuellement, si vous avez des questions plus tard, y compris les séances suivantes, pourra y répondre. Alors, on peut donner aussi comme exemple, plutôt qu'une base canonique, cette base-là pour R3. Donc, on prend toujours E égale R3, K, le corps des nombres réels, et puis on prend ces trois vecteurs-là. V1, c'est 2, moins 1, 0, V2, c'est 0, 1, 1, et V3, c'est 0, 0, 2. Alors, on va voir que cette famille de vecteurs, V1, V2, V3, va former une base de R3. En effet, on va d'abord vérifier que c'est une famille libre. Alors, pour vérifier que c'est une famille libre, on va appliquer la définition. Hein, est-ce qu'on a ça, quel que soit alpha, bêta, gamma appartenant à R? La combinaison linéaire dans 0 implique que les coefficients alpha, bêta, gamma sont nuls. Donc, on écrit les choses. Alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3 égale 0, 0, 0. On remplace. Ça nous donne ça. Plus ça égale 0. On ajoute. Donc, ça va faire 2 alpha et puis moins alpha plus bêta et puis bêta plus 2 gamma égale 0. Vous obtenez ce système d'équations. Ce système d'équations, il va vous donner alpha égale 0. Donc, tout de suite, alpha égale 0. Oui, la deuxième équation donne bêta égale 0 et la troisième entraîne aussi gamma égale 0. Donc, la famille est libre. Ensuite, c'est clair pour cette histoire de famille libre? Oui. On poursuit alors. Alors, pour montrer que c'est une famille génératrice, on va montrer que quel que soit x appartenant à R3, c'est-à-dire E, il va exister alpha, bêta, gamma appartenant à R tel que x, c'est alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3. Autrement dit, il faut montrer que tout élément de E est combinaison linéaire de V1, V2 et V3.
Bon, là aussi, on écrit l'égalité. Ça, ça va donner ce système d'équations, hein, en égalisant. Ce système d'équations, en fait, je cherche alpha, bêta et gamma. D'accord? Alors, je vois tout de suite ici que alpha, c'est simplement x sur 2. D'accord? Puisque moi, j'ai un vecteur x, y, z qui est grand X, le vecteur de R3. Je cherche à l'écrire en fonction de V1, V2 et V3. Donc, ce que je cherche, c'est alpha, bêta et gamma. Donc, je trouve alpha égale x moins x sur 2 d'après cette équation. Je remplace ici, puisque alpha, c'est x sur 2. Donc, le bêta, ça va être y plus x sur 2. Et puis, puisque j'ai alpha et bêta en fonction de x, y, j'utilise la troisième équation et je trouve que le gamma, hein, c'est z moins bêta, mais il faut multiplier par un demi. Mais le bêta, c'est y plus x2, donc ça va donner ça. Et au total, donc, quel que soit l'x que vous allez prendre, donc x appartenant à R3, grand X, hein, qui est en fait x, y, z, il va exister alpha, bêta, gamma, voilà leur valeur en fonction de x, y et z, tel que grand X égale alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3. Et donc la conclusion, c'est que c'est une famille génératrice, V1, V2, V3, et donc F est une base de R3. Vous voyez que quand on a autre chose qu'une base canonique, les calculs sont un peu plus lents naturellement, d'accord, pour montrer que c'est libre ou bien que c'est génératrice. Et il y a des calculs à faire. Alors qu'avec une base canonique, c'est immédiat. Est-ce que c'est clair? Oui, Oui, c'est clair. non? Oui, oui, c'est clair. D'accord. Monsieur, donc il faut juste trouver alpha, bêta et gamma en fonction du vecteur qui appartient C'est cela, oui, c'est cela. à R. Généralement, vous pouvez même avoir le vecteur qui est donné. Par exemple, je vous dis le vecteur 1, 2, 5. Trouvez-moi alpha, bêta, gamma tel que 1, 2, 5, c'est égal à alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3. À ce moment-là, vous calculez directement, vous trouvez les valeurs de alpha, bêta et gamma, c'est des chiffres, c'est des nombres. Hein. Et Ah, ici, on a pris d'accord, un truc merci. quelconque, d'accord? Parce qu'on veut montrer que c'est une famille génératrice de tout l'espace, d'accord? Mais sur un exemple, pour montrer qu'un vecteur est engendré par ma famille génératrice, je vais simplement le... Mais là, on veut montrer que c'est une famille génératrice, donc de tout l'espace, et par conséquent, il faut prendre, quel que soit grand X, étant égal à X, Y, Z quelconque. C'est pour ça que je résous pour tous les X, Y, Z. D'accord, merci. Bon, un autre exemple, je vais aller vite hein, parce que je ne veux pas trop perdre de temps, il y a beaucoup de choses à dire pour pouvoir aborder la série d'exercices. Toujours E égale R3, G égale X, Y, Z, tel que X moins Y plus Z égale 0. Ça, c'est un sous-espace vectoriel de E, c'est facile à vérifier en utilisant la définition de sous-espace, la caractérisation plutôt. Donc, on se pose la question, peut-on trouver une base de ce sous-espace? Puisqu'un sous-espace est lui-même un espace, donc il possède une base. Qu'est-ce que c'est que cette base? Ben, on part de cette équation x moins y plus z égale 0. Donc le z, c'est c'est y moins x. Par conséquent, le grand X, ça va être x, y, z, donc x, y moins x. Alors, x et y peuvent prendre n'importe quel. Ça veut dire que n'importe quel élément de G, il va s'écrire 1, 0,
fois 0,1 moins 0,1. Alors là, donc, on va poser V1, c'est 1, 0, moins 1 et V2, 0, 1, 1. Avec V1 et V2, 1, 0, moins 1, vous vérifiez qu'il vérifie cette équation, et de 0, 1 aussi. Hein. On va vérifier que c'est une base de G. On a déjà dit que c'est une famille génératrice, parce qu'à chaque fois que vous avez un X, un grand X appartenant à G, vous allez écrire que grand X, en fait, c'est XV1 plus YV2. Quand vous me donnez un grand X, c'est XYZ, donc vous m'avez donné XY. Et Z aussi, mais vous m'avez donné XY. Moi, je vous dis que le XYZ, l'élément de G, c'est justement X, petit x, hein, fois V1 plus Y fois V2, ce que j'ai déjà vérifié ici. Et donc, vous voyez que c'est une famille génératrice. Pourquoi c'est une famille libre? On montre directement en utilisant la définition. Quand je fais alpha V1 plus bêta V2 égale 0, 0, 0, ça donne ça, hein, alpha 0 moins alpha, 0 bêta bêta. Je fais la somme, ça va faire alpha et puis bêta moins alpha. Hein. Et donc, quand vous dites c'est égal à 0, automatiquement alpha égale bêta égale 0. Et donc, c'est terminé. C'est une partie libre. Elle est génératrice, donc c'est une base. Est-ce que c'est clair? Non, monsieur. C'est pas clair? Donc, comment passer de alpha V1 plus bêta V2 égale alpha 0 moins alpha plus blablabla. Alpha V1 plus bêta Oui, V2 égale à ça? Oui. Alpha V1, le V1 c'est quoi? C'est 1, 0, moins 1. Donc le alpha V1 c'est alpha 0 moins alpha. Et puis bêta V2 c'est quoi? Oui? Mais il faut juste démontrer que alpha est égal à bêta est égal à 0, non? Pour montrer qu'une famille est libre. Oui, mais il faut montrer qu'alpha V1 plus bêta V2 égale 0 implique alpha égale bêta égale 0. Oui, on est en train de démontrer cette assertion. Cette implication, oui. Ah, Ça, okay, on a juste rappelé la définition, c'est-à-dire en montrant que F est une famille libre, c'est-à-dire on montre que quel que soit alpha et bêta appartenant à R, alpha V1 plus bêta V2 égale 0 implique alpha égale bêta égale 0. Ça, on va le dire, on va le montrer, on a juste rappelé la définition ici. Maintenant, quand vous remplacez alpha V1 plus bêta V2 égale à quoi? Égale à alpha 0 moins alpha, parce que V1, c'est 1, 0, moins 1. Après, plus bêta V2, donc bêta 0, bêta, bêta. Voilà. Quand vous faites la somme, ça va faire alpha plus 0, c'est alpha. 0 plus bêta, c'est bêta. Moins alpha plus bêta, c'est moins alpha plus bêta. Quand vous dites que ça, c'est égal à 0, 0, 0, automatiquement, vous obtenez alpha égale 0. D'accord? Oui, et bêta égale à 0. Et bêta égale 0, et c'est terminé. Ça veut dire que vous avez montré que c'est libre. OK? D'accord, monsieur, merci. OK. Alors maintenant, il y a un théorème fondamental qui est le théorème de l'existence de la base. Enfin, de base, je ne dis pas la base parce qu'il n'y a pas une unicité, il y a beaucoup de bases, en général même une infinité de bases sur R2 ou des choses comme ça. Sur R, pardon, par exemple R2, il y a 1, 0, 0, 1, mais il y a plein d'autres bases. Vous pouvez faire 1, et puis 0, 1, vous pouvez faire 1, 2 et 0, 1, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des bases. Alors, je prends un espace vectoriel de dimension finie. Je suppose qu'il est différent de 0. Hein, ce n'est pas l'espace nul. C'est-à-dire qu'il contient d'autres vecteurs non nuls. Au moins un vecteur non nul. De dimension finie, est-ce que vous pouvez me rappeler c'est quoi de dimension finie? Qu'est-ce qu'un espace de dimension finie? Il a un nombre fini de vecteurs. Pardon? Il a un nombre fini de vecteurs. Non, 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 non. Généralement, vous n'avez pas. Regardez, on a dit que déjà, quand vous avez
un vecteur, par exemple, prenez deux vecteurs dans un espace vectoriel, toutes les combinaisons linéaires vont rester dedans, par définition d'espace vectoriel. Donc, il va y avoir une infinité déjà. Regardez, je prends juste le vecteur 1, 0. Tous les multiples de 1, 0 vont être aussi dans R2. 2 fois 1, 0, 3 fois 1, 0, 4 fois 1, 0, etc. Tout ça va être... Il y en a une infinité. Sur R, pratiquement, il y a toujours un espace vectoriel sur R, à part 0, l'espace trivial. Il va toujours avoir une infinité d'éléments. Le problème, ce n'est pas le nombre d'éléments. Le problème, c'est quand vous avez de dimension finie, la définition, je l'ai donnée la dernière fois, quand j'ai donné partie génératrice, c'est l'espace admet une partie génératrice finie. C'est ça, un espace de dimension finie. OK? Ça veut dire quoi, une famille génératrice finie? Il y a un nombre fini de vecteurs dans la famille génératrice. Parce qu'une famille génératrice, je peux faire V1, V2, V3 jusqu'à V1 et je m'arrête, et je peux faire une partie génératrice infinie. D'accord. Un nombre fini, c'est-à-dire il y a 10 vecteurs ou 5 ou 100 ou 1000, mais c'est fini. Si vous voulez, si je prends l'espace des polynômes, mais je ne limite pas le degré, comme tout à l'heure dans mon exemple. L'espace des polynômes, c'est quoi? C'est les polynômes, c'est les trucs qui s'écrivent somme des AIXI. Mais un polynôme, il peut être de degré 2, ou 10, ou 100, ou 1000. Mais je ne peux pas m'arrêter si je prends tous les polynômes. Ça peut être n'importe quel degré. Donc, si je cherche une partie génératrice, il faut que je prenne 1, x carré, x cube, etc. et je ne m'arrête pas. Je fais x1 et puis point, virgule et des points, ça ne finit pas. Donc, l'espace des polynômes n'est pas de dimension finie. Alors que si vous prenez l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, par exemple, vous avez une partie génératrice qui est formée de 1x et x carré. C'est clair? Oui, c'est clair. Donc, quand vous prenez un espace vectoriel de dimension finie, non nul, alors il y a d'abord que E admet une base. De toute famille génératrice, on peut extraire une base, et toute famille libre peut être complétée en une base. Ça s'appelle théorème de la base incomplète, le 3i. Alors bon, je vais dire très rapidement comment on montre ce théorème-là. En fait, avec le 2i, ou avec le 3i, vous pouvez démontrer le i. Ça veut dire quoi? Je prends une famille génératrice. D'accord? Comme il est de dimension finie, puisque c'est de toute famille génératrice, on peut extraire une base, je vais montrer ça. Je vais prendre en particulier une famille génératrice finie. C'est possible puisque c'est un espace de dimension finie. Alors, si cette partie est libre, c'est terminé. C'est une base parce qu'elle est génératrice, elle est libre. Maintenant, si cette partie génératrice n'est pas libre, ça veut dire qu'il y a un vecteur qui s'exprime en fonction des autres, parce que ça veut dire que j'ai une combinaison linéaire nulle sans que les coefficients soient nuls. Alors, à ce moment-là, j'ai une combinaison linéaire comme ça. Il y a des alpha i qui ne sont pas tous nuls. Je prends un alpha i qui n'est pas nul. Donc, j'ai un alpha i vi qui s'écrit en fonction des autres vi. Je multiplie par l'inverse de alpha i, puisque alpha i est différent de 0. Je vais exprimer vi en fonction des autres. Donc, il est en plus, le vi. S'il est en plus, je peux l'enlever de la partie génératrice. Et ça, je garde une partie génératrice. Parce que lui, il n'apporte rien de plus. Je peux l'écrire en fonction des autres. Donc, pour avoir une partie génératrice, il me suffit de garder les autres et pas mon VI.
Bon, ça veut dire que j'avais, par exemple, n vecteurs dans la partie génératrice. J'ai enlevé 1, ça veut dire que j'ai n-1 vecteurs. Alors, je vais refaire le même raisonnement. Si cette partie est libre, c'est terminé, c'est une base. J'ai trouvé une base. D'accord? Si elle n'est pas libre, eh bien, ça veut dire que je peux encore refaire une combinaison linéaire qui donne 0, sauf que sans que tous les alpha i soient nuls. Je refais le même truc, c'est-à-dire que je choisis un VJ tel que alpha j, VJ et s'écrit en fonction des autres, donc combinaison linéaire des autres vecteurs restants. Je multiplie par l'inverse de alpha j, puisque alpha j est différent de 0. J'obtiens donc que mon VJ, il est en fonction des autres. Ça veut dire que quand je prends juste les vecteurs restants, ça fait aussi une partie génératrice. Parce que le VJ, il ne sert à rien puisqu'il s'écrit en fonction des autres, linéaires, comme combinaison linéaire des autres vecteurs. Et donc, j'ai enlevé 2 vecteurs là. Et si les vecteurs restants sont libres, c'est terminé, c'est une base. Sinon, je poursuis mon processus. D'accord? Mais comme j'ai un nombre fini de vecteurs, c'est pour ça que l'hypothèse de dimension finie est importante, eh bien, au bout d'un certain nombre d'opérations, un nombre fini, je vais obtenir une base. Parce que je ne peux pas enlever tout le monde. Parce que j'ai un espace de dimension finie qui est différent de 0. Donc, à un moment donné, je trouverai un vecteur, comment dire, un nombre de vecteurs qui sont à la fois génératrices, qui forment à la fois une famille génératrice et libre. Voilà donc le raisonnement. Hein. On peut l'écrire, mais l'idée, elle est là. Si vous avez compris l'idée que je viens de développer, il n'y a rien de. C'est juste un exercice d'écriture. Là aussi, pour toute famille libre, on peut être complété en une base. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que si les gens ont après des questions, je peux répondre. Par exemple, concernant le théorème de la base incomplète, comment on le démontre. Mais là, retenez que le 2i, donc je viens de dire comment on le démontre. Maintenant, pourquoi il y a une base? Pourquoi on a le i? Eh bien, parce que comme c'est dimension finie, donc il y a une partie génératrice. D'après le 2i, à partir de cette partie génératrice, je peux extraire une base. Donc, E admet une base. J'ai le i. C'est clair? Oui, Monsieur. Monsieur, pardon? monsieur, في la base في la famille génératrice, Oui. on doit chercher غير الألفا والبيتا والغاما والإكس والY Z ما نحوسوش عليهم, c'est ça? Attendez, vous parlez de quoi là? Vous parlez du théorème que je viens de l'existence Non, de base? ماشي théorème. Vous parlez de quoi? Pour prouver que c'est une famille génératrice. Mais de manière générale, vous parlez de l'exemple précédent, j'ai pas compris. Oui, l'exemple précédent. Oui, bon, on veut montrer que tout élément de E est une combinaison linéaire des vecteurs V1 et V2. Un élément de E, c'est un élément de R3, d'accord? Qui vérifie quelque chose. Donc, c'est un vecteur de la forme x, y, z, où x, y et z sont des nombres réels. Moi, je vais écrire ce x, y, z, je vais l'écrire comme étant alpha V1 plus bêta V2. Le V1, je l'ai, le V2, je l'ai. X, y et z sont donnés, même si c'est des inconnus, parce que je veux faire un raisonnement général. Mais ils sont donnés. Ce que je cherche, c'est alpha et bêta. Ah, d'accord. Merci, et donc, monsieur. le alpha et bêta, je les donne en fonction de x, et y et z. Ah, OK. donc, X, Y, c'est réel. Oui, bien sûr. X, petit y et petit z sont des nombres réels, bien sûr. D'accord, merci, OK, monsieur. donc, ce théorème d'existence de la base, je passe à la suite. Alors, là, on remarque que de dimension finie, c'est engendré par un nombre fini de vecteurs, c'est-à-dire s'il existe une partie génératrice finie. Alors, théorème,
Si E est un espace vectoriel de dimension finie, alors toutes les bases de E ont le même nombre de vecteurs. Il faut admettre ce théorème. Vous pouvez avoir différentes bases pour le même espace, mais vous prenez deux bases. Elles peuvent être différentes, mais par contre, elles ont le même nombre de vecteurs. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple R3, vous avez la base canonique, E1, E2, E3. On peut vous donner, quelqu'un d'autre peut vous donner une autre base, un autre vous donnera encore une autre base, et ainsi de suite. Mais tous, ils seront obligés de vous donner des vecteurs qui contiennent, enfin, des bases qui contiennent 3 vecteurs. Donc, c'est ce que dit ce théorème. Alors, ce théorème, à quoi il sert? Eh bien, il nous permet de définir la dimension, notion fondamentale en algèbre linéaire, la dimension d'un espace vectoriel. Et c'est quoi? C'est le nombre de vecteurs contenus dans une base quelconque de E. Bon, si E est réduit au singleton 0, on dit que E est de dimension nulle. Bon, ça c'est un cas particulier. Alors, en général, la dimension, on note ça, dim de E, indice K. Mais souvent, on note plutôt dim E, simplement. D'accord? Alors, pourquoi indice K? Parce que parfois, vous avez un espace vectoriel qui peut être vu comme espace vectoriel sur un corps K, mais il peut aussi être vu comme espace vectoriel sur un autre corps K'. Voilà un exemple. Vous prenez C, le corps des nombres complexes. Je peux le regarder comme espace vectoriel sur lui-même. On a dit que K est toujours un espace vectoriel sur K. La multiplication, la somme étant la somme dans K, et la multiplication externe étant en fait la multiplication dans K. Si vous regardez la dimension, vous vous rappelez que la dimension de Rn, c'est n, puisqu'il y a n vecteurs pour la base canonique. Et si je prends une autre base, ça sera encore n. Donc, pour n égale 1, la dimension de R, en tant que R espace vectoriel, c'est 1. La dimension de C, en tant que C espace vectoriel, c'est 1. Mais le même C, si je le regarde, non pas comme un espace vectoriel sur C, mais comme un espace vectoriel sur R, ben, il va être engendré par 1 et I, parce que vous savez que tout élément de C s'écrit comme étant A plus IB, c'est-à-dire en fait A fois 1 plus B fois I. Et donc, comme ces deux éléments 1 et I, c'est une partie libre et génératrice, vous savez que c'est libre parce que quand vous faites A plus IB égale 0, vous dites que c'est équivalent à dire que A égale 0, B égale 0. Donc c'est libre, et par conséquent, la dimension de C sur R, c'est égal à 2. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok, je poursuis. Alors, si je prends E égale Rn, K égale R, je prends, comme j'ai dit tout à l'heure, E1, E2 jusqu'à E1, la base canonique de E, la dimension de E est donc n. Donc, la dimension de R3 en tant qu'espace vectoriel sur R, c'est 3, la dimension de R2, c'est 2, et ainsi de suite. Alors, si vous prenez les polynômes de degré inférieur ou égal à n, sur R par exemple, ben, clairement, 1x, x2 jusqu'à xn est la base canonique de E, en fait. Donc, la dimension de E, ben, ce n'est pas n, c'est n plus 1. Hein, ce n'est pas n ici. On a oublié le... Ah. Ça, c'est un PDF. Pourquoi ça ne marche pas? Ok, je note page 4, comme ça je corrigerai plus tard. Page 4, c'est dim de E, c'est n plus 1. Vous avez compris pourquoi c'est n plus 1? Parce que la base comporte n plus 1 vecteur, d'accord? Alors, c'est n plus 1. OK. Alors, corollaire des conséquences importantes de ce qu'on vient de dire, si la dimension de E est égale à n, alors
Une famille génératrice de n vecteurs est une base. Vous voyez un peu l'avantage de ce résultat, c'est que habituellement, quand on veut montrer qu'on a affaire à une base, qu'est-ce qu'on fait? On montre que c'est une partie libre, ensuite on montre que c'est une partie génératrice, dans cet ordre ou dans l'autre, génératrice ensuite libre. Et vous avez vu les exemples qu'on a donnés tout à l'heure, ça peut être assez long comme calcul. Mais ce qu'on vous dit avec ce corollaire-là, à partir du moment où vous avez la dimension, eh bien, si vous avez une partie génératrice de n vecteurs, alors c'est une base, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de montrer qu'elle est libre. De l'autre côté, si j'ai une famille libre de n vecteurs, c'est une base. Je n'ai pas besoin de montrer qu'elle est génératrice. Et vous avez vu tout à l'heure que même pour des exemples assez petits, comme ça, en termes de, c'est juste R2 ou une partie de R2 ou de R3, ça peut être un peu long de faire les calculs. Le fait de savoir que j'ai une dimension égale à n me permet de faire la moitié du travail, en quelque sorte, la moitié des calculs. C'est-à-dire n vecteurs dans un espace de dimension n. Je montre juste que c'est une partie libre, donc c'est une base. Je n'ai pas besoin de génératrice, grâce à ce résultat. Et si je montre que c'est une partie génératrice, comme il y a n vecteurs, alors c'est libre, je n'ai pas besoin de le montrer. C'est une conséquence du théorème précédent. Donc c'est ce corollaire de ci. Maintenant, deuxièmement, si E est un espace vectoriel de dimension finie, F est un sous-espace vectoriel de E, alors dimension de F est inférieure ou égale à dimension de E, avec dimension de F égale à dimension de E, c'est équivalent à F égale à E. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai affaire à un sous-espace, si je sais que ce sous-espace, je l'appelle F, c'est un sous-espace de E, et que E est de dimension n, si mon sous-espace, je montre qu'il est de dimension n, alors il est égal à E. C'est l'espace tout entier. Bien. Alors, des exemples, E égale N, on pose V1 égale 1, 2, V2 égale 0, 1, F, c'est V1, V2 est une famille libre, car quel que soit alpha, bêta appartenant à R, si je fais alpha V1 plus bêta V2 égale 0, 0, ça veut dire que alpha, 2 alpha, et puis 0 bêta, je fais la somme, ça fait alpha, 2 alpha plus bêta égale 0, 0. Là, donc alpha est égal à 0, et donc automatiquement bêta égale 0. Comme ça veut dire que V1 et V2 sont libres. Comme la dimension de R2, c'est 2, la dimension de R2 sur R, c'est 2, d'après 1, 2i, des corollaires, ce que je viens de dire là, c'est une base, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de montrer que c'est une partie génératrice. Je dis simplement que c'est une partie libre, elle contient deux vecteurs, la dimension de l'espace, c'est 2, c'est terminé, donc c'est une base. Du coup, on n'a plus Oui. besoin de la partie génératrice de théorème. À condition d'avoir l'information sur la dimension. Oui, mais on a toujours presque. On n'a pas toujours. On n'a pas toujours. Ah. Parce que si vous avez... Bon, ça va se terminer, donc dans 5 minutes, on reclique plus tard, hein, d'accord, comme d'habitude. Non, parce que parfois vous avez un sous-espace et vous ne connaissez pas à l'avance sa dimension. D'accord? Quand je vous dis par exemple soit x, y, z, t tel que x moins y égale et x plus z égale, etc., vous ne pouvez pas savoir à l'avance c'est quoi la dimension du sous-espace. OK? Comment voulez-vous, vous dites on a toujours la dimension, comment voulez-vous avoir la dimension? Pour R2, R3, etc., oui, on a la dimension. Mais Oui. nous, on va prendre... Oui, mais nous, on va prendre par exemple... pour R2, R3, etc., Rn, oui, pour Kn en général, K étant un corps, K puissance n, l'espace vectoriel, comment dire, K croix, Kn fois, là, il n'y a pas de problème. Mais souvent, on vous donne un espace vectoriel sous forme de sous-espace, c'est-à-dire on vous dit les x, y, z, t appartenant à R4 tel que, et on vérifie des conditions. Mais ça, vous ne connaissez pas la dimension. Il faut déterminer une partie libre, génératrice,
Cette partie génératrice, vous regardez si elle est libre. Et si elle est libre, vous dites donc c'est une base. Si elle n'est pas libre, il faut extraire, comme c'est donné tout à l'heure dans le théorème, il faut extraire à partir de la partie génératrice une partie libre. Donc, il faut patienter, hein, vous allez voir petit à petit les choses. Alors, là, on prend cette ECR3, on prend ces trois vecteurs V1, V2 et V3. Le sous-espace engendré par cette famille de V1, V2, V3, je l'appelle F. Donc, F est engendré par ces trois vecteurs. La dimension de F, c'est inférieur à la dimension de R3, parce que F est un sous-espace de R3. Donc, on a vu que la dimension d'un sous-espace est toujours plus petite que la dimension de l'espace lui-même, plus petite ou égale. Comme on a déjà montré que cette famille est libre, donc précédemment, on a montré que cette famille est libre, donc c'est une base. D'où dimension de F, c'est 3. Par conséquent, dimension de F, c'est dimension de R3. Et donc, d'après le corollaire, F, c'est égal à R3. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on connaît la dimension, et ce n'est pas toujours le cas, pour montrer qu'on a affaire à une base, il suffit d'avoir soit n, je suppose que la dimension c'est n, soit n vecteurs libres, c'est terminé, c'est une base, je n'ai plus besoin de montrer que c'est génératrice, c'est le théorème qui me permet de dire c'est automatiquement génératrice, ou alors j'ai une partie génératrice à n vecteurs, sachant que la dimension de ces n, eh ben, c'est gagné, c'est une base, sans avoir besoin de montrer que c'est libre. Bon, Monsieur, oui, monsieur, une famille génératrice est toujours une famille libre. pas du tout. Ah, donc, ah, Bah, si c'était le cas, j'aurais pas besoin de dire famille libre et génératrice. exactement. Oui. Ah oui. Si génératrice implique libre, je dis génératrice et c'est fini. Génératrice, c'est libre. D'accord, monsieur. D'accord. Bon, on va passer à un truc technique, c'est ce qu'on appelle l'échelonnement. En fait, quand on résout les équations, les systèmes d'équations, souvent on se rend compte que c'est un peu long, etc. Et ce n'est pas la meilleure façon de faire de la substitution comme on a l'habitude de faire. Quand on a deux équations, ça va, trois équations, ou trois inconnus, ça va. On remplace une fois, deux fois. Mais quand ça grossit, c'est pas pratique. Et en plus, il y a des situations, des systèmes d'équations où c'est pas, on n'arrive pas à s'en sortir. On va faire les systèmes d'équations plus tard, on va expliquer les choses. Et donc, pour résoudre, vous avez vu que quand on veut montrer que c'est libre, on résout des systèmes d'équations. Pour la meilleure façon de faire, en fait, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les Bon, on va prendre. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui.
monsieur. Très bien. Alors, je vais expliquer c'est quoi donc l'échelonnement. Vous avez devant vous le texte. Oui. Oui. Alors, on dit que la famille de vecteurs est échelonnée. Je prends une famille de vecteurs, hein, V1, V2, etc. En fait, oui. Je reviens à la première page parce que j'étais sur la deuxième. Échelonnement d'une famille de vecteurs. On peut échelonner une famille de vecteurs suivant les lignes ou suivant les colonnes. Nous, on va le faire suivant les lignes, mais le même truc se fait de façon tout à fait symétrique. Si vous savez faire sur les lignes, vous savez faire exactement sur les colonnes. On suppose que E est un K-espace vectoriel de dimension finie, muni d'une base B, et on écrira nos vecteurs dans cette base. Alors, soit V1 jusqu'à Vm, une famille de vecteurs de E, on écrit ces vecteurs en ligne, c'est-à-dire que le V1, c'est V1, 1 en haut, V1, 2 en haut, jusqu'à V1, n en haut, la nème posante. Donc, mon vecteur V1, je l'ai écrit dans la base B. Ça veut dire qu'il va s'écrire V1, 1 fois la base. Si la base, les vecteurs de la base, je les appelle par exemple U1, U2, etc. Donc, fois U1, plus V1, 2 fois U2, plus V1, J fois UJ, etc., plus V1, N fois UJ. D'accord? Même chose pour le V2. D'accord? Voilà. En général, pour nous, nos vecteurs sont écrits en ligne dans la base canonique. Ça veut dire que si je vous donne le vecteur 1, 3, 5, ben vous écrivez 1, 3, 5. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une famille échelonnée? Alors, on dit que la famille de vecteurs est échelonnée en ligne si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Si une ligne est nulle, toutes les lignes suivantes le sont. C'est-à-dire que quand vous échelonnez, c'est échelonné, vous regardez, dès qu'il y a une ligne qui est nulle, il faut que toutes les lignes qui sont plus bas soient nulles aussi. C'est-à-dire qu'ils ne contiennent que des zéros. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, elle est un petit peu compliquée dans l'écriture, mais vous allez voir concrètement, c'est très facile à comprendre. Si la ligne I, je prends une ligne I, a son premier coefficient non nul à la colonne J. Alors, le premier coefficient non nul de la ligne I plus 1 se trouve sur une colonne K strictement supérieure à J. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je descends, à un moment donné, je trouve un 0. D'accord? Je parle du premier coefficient non nul. D'accord? Premier coefficient non nul, il est à la colonne J. Eh bien, la ligne qui suit, il faut que le premier coefficient non nul soit à la colonne supérieure strictement. Ou 2 0, 3 0. Ça commence, c'est-à-dire à la gauche. Si à un moment donné, j'ai par exemple 3 0, quand je passe à la ligne suivante, il faut que ça commence par au moins 4 0. Et ainsi de suite. S'il y a par exemple 4 0 dans la ligne suivante, la ligne qui vient après, il faut qu'il y ait au moins 5 0 au début. 5 ou plus. Regardez quelques exemples. Ça, c'est échelonné. Pourquoi c'est échelonné? Parce que regardez, ici, il y a 0. Ce qu'il y a en bas, c'est 0. C'est la première condition. Si une ligne est nulle, toutes les lignes qui viennent après sont nulles. D'accord? Mais ça ne suffit pas, ça c'est la première. La deuxième condition, c'est quoi? C'est qu'il
ici, j'ai un 0, d'accord? Ici, il n'y a pas de 0. Ici, j'ai un 0. Eh bien, dans la suite, j'ai 3 zéros. Après, j'ai 4 zéros, mais après, il y a que des zéros, donc le problème ne se pose pas. Donc, c'est une forme échelonnée. Celle-là, j'ai 0, 0 et puis 1, 5, 2. Là, j'ai 0, 0, 0. Vous voyez, là, j'ai 2 zéros. Je commence avec 2 zéros. Là, je commence avec 3 zéros. Donc, c'est bon. Ensuite, je commence avec 4 zéros. C'est bon. Celle-là, par contre, regardez, j'ai 2 zéros ici. Et après, en bas, normalement, j'ai au moins 3 zéros. Or, j'ai qu'un seul zéro. Après, j'ai un 1. Donc, ça, elle n'est pas échelonnée. Donc, voilà ce que c'est qu'une matrice échelonnée, enfin, une famille de vecteurs échelonnés. C'est une matrice, monsieur. Ben, en fait, c'est une matrice, mais on ne le dit pas pour le moment. D'accord. On va aussi échelonner les matrices plus tard. Une matrice, c'est quoi? C'est un tableau avec des numéros, en fait, et des lignes et des colonnes. Oui. Ben, en fait, on a des matrices, mais on ne le dit pas pour le moment. OK? D'accord. On va voir comment on échelonne, un exemple. Mais pour cela, pour comprendre l'échelonnement, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que transformation élémentaire. Alors, pour effectuer l'échelonnement d'une famille de vecteurs, on a le droit de faire les transformations élémentaires suivantes. Permuter deux lignes, pardon, oui, donc je reprends. Alors, qu'est-ce que c'est que les transformations élémentaires? Ben, soit permuter deux lignes. Donc, par exemple, je prends la deuxième ligne, la cinquième ligne. La deuxième, je la mets à la place de la 5. Et la 5, je la mets à la place de la deuxième. Voilà, c'est ça, permuter. C'est échanger deux lignes. Multiplier une ligne par un scalaire non nul. Donc, je prends une ligne quelconque, je la multiplie par 2 ou par 5 ou par moins 1, mais pas 0. Je n'ai pas le droit de multiplier. Ajouter à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes. C'est-à-dire, vous dites la ligne 2, par exemple, je la remplace par la ligne 2 plus une combinaison linéaire des autres lignes. Il ne faut pas mettre la ligne 2 dans la combinaison. Il faut rajouter une combinaison linéaire des autres lignes. Alors, voilà un exemple d'échelonnement. Je prends vous voyez que là, j'ai pris carrément une matrice, puisque j'ai mis des parenthèses. Mais bon, pour le moment, je ne dis pas encore matrice. Je prends ces vecteurs-là, V1, V2, V3, V4. Donc, c'est des vecteurs de R5. Hein? Donc, il y a 1, 2, moins 1, 0, 1, 2, 4, 1, 1, 1, 0, etc. D'accord? Alors, comment je vais faire pour obtenir la forme échelonnée? Eh bien, la première, ce que j'ai entouré en rouge ici, c'est ce qu'on appelle un pivot. C'est-à-dire que c'est par rapport à celui-là que vous allez obtenir des zéros dans la première colonne en bas, dans une première étape. Donc, le V1, je ne le change pas, je le garde pareil. Donc, V1', c'est V1. Le V2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais obtenir un 0 ici, en combinant avec ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça moins 2 fois ça, c'est-à-dire V2 moins 2V1. À ce moment-là, j'obtiens 0 ici, puisque c'est 2 moins 2, c'est 0. Et puis ça, moins 2 fois ça, c'est encore 0. Ça, moins 2 fois ça, donc ça va faire 3, parce que c'est 1 moins 2, c'est 1 plus 2, ça fait 3. Ça, moins 2 fois 0, c'est 1. Et ça, moins 2 fois ça, c'est moins 2. Maintenant, celui-là, est-ce que c'est clair de ce que je viens de faire là? Oui. Bien, alors je poursuis. Je vais obtenir un 0 ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire V3 plus V1. Et j'obtiens 0. Là, j'obtiens 3. Là, j'obtiens moins 1.
là j'obtiens 1, et là j'obtiens 2. Et ensuite, il me reste celui-là. Comment je vais faire pour obtenir un 0? En combinant avec le 1 toujours, ben, je fais moins 2 plus 2 fois ça. Donc, c'est-à-dire que je fais ce vecteur-là, V4, plus 2 fois V1. Et donc, j'obtiens 0, 3, moins 4, 0, 4. D'accord? Monsieur, Vous voyez? mais du coup, elle est pas échelonnée, du coup, parce qu'elle ne remplit pas la condition des C'est zéros. pas fini, c'est pas fini. C'est la première étape. Ah, d'accord. C'est pas fini, c'est la première étape. Donc, voilà ce que j'ai obtenu. Alors, justement, comme vous avez remarqué qu'il y a un souci ici, ce que je vais faire, c'est, puisque j'ai le droit de permuter, je vais permuter. Ça veut dire que cette ligne-là, je vais l'échanger, je vais la permuter, la troisième avec la deuxième. Donc, je vais avoir 0, 3, moins 1, etc. D'accord? Donc, j'ai permuté les deux lignes. Alors, puisque j'ai permuté, je vais prendre comme pivot celui-là, le 3 qui est là. J'oublie la première ligne maintenant. Je prends ça comme pivot. Ce pivot, ça veut dire que je combine par rapport à lui. Bon, là, j'ai déjà un 0, je ne fais rien. C'est pour ça que je dis V1 seconde, c'est V1 prime, je ne le change pas. V2 seconde, c'est V3 prime, parce que j'ai échangé, j'ai permuté. V3 seconde, c'est V2 prime, à cause de la permutation. Et puis le V4 seconde, c'est le V4 prime. Là, je n'ai fait que la permutation, d'accord? Maintenant, je commence à calculer, à annuler. C'est-à-dire celui-là, je le garde pareil, V3 tierce, c'est V3 seconde. Je ne change rien ici. Par contre, ici, je vais changer en faisant cette ligne moins cette ligne. Comme ça, j'obtiens un 0 ici. Donc, c'est V4 tiers de seconde moins V2 seconde. Bon, je combine. Donc, ça, c'est 0. Moins 4, moins 1, ça fait plus 1, donc c'est moins 3. Ça, c'est moins 1. Et ça, 4 moins 2, c'est 2. J'obtiens donc cette nouvelle situation. L'addition. Pardon? L'addition. C'est pas encore gagné, c'est pas encore échelonné, puisque vous voyez, il y a 0, ensuite 2 0, mais là, il n'y a que 2 0. Donc, j'obtiens ici, il faut que j'obtienne un 0 ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire cette ligne plus cette ligne. D'accord? Donc, V4 quatrième, c'est V4 tierce plus V3 tierce. Et là, vous voyez que j'obtiens, comme ici, c'est les mêmes, donc j'obtiens des zéros ici. Cette forme-là est échelonnée. On a ainsi obtenu une famille de vecteurs échelonnés. D'accord? Là, c'est échelonné. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est une remarque importante, ce qu'il y a en bas, c'est que quand vous avez une famille de vecteurs que vous écrivez en ligne, et vous échelonnez ces vecteurs-là, vous obtenez la forme échelonnée. C'est le cas ici. Vous voyez le 0, puis 2 0 et puis 5 0. Donc, le nombre de 0 à gauche augmente systématiquement. Donc, c'est une famille échelonnée. C'est une forme échelonnée, si vous voulez. Eh bien, il faut savoir que quand il y a au moins une ligne nulle, ça veut dire que la famille est liée. Regardez sur cet exemple-là. Ce qu'on a ici, le 0 qui est là, c'est quoi? C'est V4 tierce, quatrième, pardon, qui est lui-même égal à V4 tierce plus V3 tierce, et je remplace. Le V4 tierce, c'est V4 seconde moins V2 seconde, plus V3 seconde, parce que le V3 tierce, c'est V3 seconde, regardez par exemple, voilà. Et je remonte dans mes opérations, c'est un peu long, mais c'est facile. Je remonte, je trouve V4' moins V3' plus V2'. Donc, c'est V4 plus 2V1 moins V3 plus V1. Je remplace. Plus V2', c'est V2 moins 2V1. Et au total, vous avez ça. Ça veut dire que la famille de vecteurs V1, V2, V3, V4 n'est pas libre, puisque vous avez
une combinaison linéaire, les alpha, bêta, gamma, delta ne sont pas nuls, et pourtant ça fait une combinaison nulle. Et du coup, en fait, vous pouvez écrire par exemple V4 comme combinaison linéaire des autres. V4, vous transposez, ça sera V1 moins V2 plus V3. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si, quand vous échelonnez la famille de vecteurs V1, V2, etc., et à la fin, vous obtenez des lignes qui sont nulles, au moins une, ça veut dire que la famille n'est pas libre. C'est clair? Oui. Oui. OK. Alors, utilisation de l'échelonnement, on va définir une notion qui s'appelle le rang. Alors, le rang d'une famille de vecteurs f est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par f. C'est-à-dire que le rang d'un système V1, V2 jusqu'à V1, c'est la dimension du sous-espace engendré par V1, V2 jusqu'à V1. Ça, c'est une définition. Proposition, soit f', la famille de vecteurs échelonnés obtenus à partir de la famille f, alors le rang de f est égal au nombre de vecteurs non nuls de f'. Donc, le rang d'une famille de vecteurs, vous l'obtenez en échelonnant. Quand vous avez échelonné, vous avez fini, vous avez un certain nombre de vecteurs non nuls, et bien le rang d'un système de vecteurs, c'est ça. Un système ou une famille de vecteurs. Ainsi, je ne regarde pas la preuve parce que bon, j'essaie d'aller un peu vers certains autres points importants par rapport à la feuille d'exercice, comme je l'ai dit. Ainsi, l'échelonnement permet de trouver une base de f formée des vecteurs non nuls de f'. La forme échelonnée permet aussi de compléter la base obtenue en une base de l'espace E. Tout à l'heure, on a vu que de toute partie génératrice, on peut former, on peut compléter toute, on peut extraire de toute partie génératrice, on peut extraire une base. D'accord? Et bien justement, en échelonnant, ce qu'on trouve à la fin, les lignes non nulles, c'est une partie libre et génératrice, et donc c'est une base. Donc la technique d'échelonnement permet de déterminer une base à partir d'une partie génératrice. Ce que vous faites simplement, c'est vous échelonnez vos vecteurs qui forment une partie génératrice de l'espace ou du sous-espace. À la fin, vous avez la forme échelonnée, donc des vecteurs non nuls, et après des vecteurs nuls. Vous prenez les vecteurs non nuls, c'est une base, parce que c'est une partie génératrice de votre sous-espace, et en même temps, elle est libre puisque c'est échelonné. On a vu aussi dans l'exemple donné que lorsque f' comporte au moins une ligne nulle, on peut obtenir une relation de dépendance pour les vecteurs de f. Ça veut dire qu'en fait, quand vous échelonnez une famille de vecteurs, et vous trouvez qu'il y a au moins une ligne nulle, eh bien, ça veut dire que les vecteurs ne sont pas libres. Bon, je vais revenir maintenant au cours précédent. Là, c'était une parenthèse, en fait, pour parler d'échelonnement. Alors, il faut savoir que l'échelonnement, c'est une technique fondamentale en algèbre linéaire. Il faut absolument savoir échelonner, s'entraîner beaucoup, beaucoup, parce que vous échelonnez partout, partout. C'est-à-dire, c'est comme lorsque vous faites de l'analyse, il faut tout le temps calculer des limites, calculer des dérivés, par exemple. Ben, en algèbre linéaire, il faut échelonner tout le temps. C'est un outil calculatoire fondamental pour résoudre un système d'équations, pour chercher des dimensions, pour trouver une base pour un espace, etc., etc. C'est clair? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous m'entendez au moins? Oui, allô, oui, allô? D'accord. Alors, je reviens donc à cette feuille. Et bon, je vais directement vers ce qu'on appelle les sommes de sous-espaces. À un moment donné, il y avait un exercice, je vous ai dit, on ne le fait pas tout de suite parce qu'on parle de somme de sous-espaces. Donc, on va parler de somme de sous-espaces supplémentaires, de somme directe, etc., etc. Alors, soit E un espace vectoriel sur K de dimension finie.
soit E1 et E2, deux sous-espaces vectoriels de E. Alors, qu'est-ce que c'est que la somme de deux sous-espaces? Eh bien, la somme de deux sous-espaces, E1 et E2, c'est ce qui est défini ici. Vous avez devant vous le document, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors, c'est simplement tous les éléments qui s'écrivent comme étant x plus x2, avec x1 appartenant à E1 et x2 appartenant à E2. Ben, puisque x1 est plus x2, d'accord? Donc, en fait, ça, c'est un élément E. Même en langue, multiplié par vos deux éléments, x1, x2 plus x2, un autre c'est x1' plus x2', vous faites la somme, ça va faire x1 plus x1' plus x2 plus x2', le x1 plus x1, le x2 plus x2', il est dans E2, donc la somme, elle est dans E1 plus E2, c'est terminé pour la somme. Quand je multiplie par un alpha appartenant à K, alpha x1 plus x2, c'est alpha x1 plus alpha x2, d'après les règles de calcul sur les espaces euclidiens. Le alpha x1 appartient à E1 parce que E1 est un sous-espace. Même chose pour alpha x2, il appartient à E2. Et donc, j'ai quelque chose de la forme, un élément de E1 plus un élément de E2. Donc, j'ai vérifié que c'est un sous-espace. Alors, vous avez un résultat important concernant les sous-espaces, c'est la dimension. Vous prenez un espace vectoriel dimension finie, alors E1 et E2, deux sous-espaces vont être de dimension finie. En fait, ça va vérifier cette équation importante qu'il faut absolument retenir. La dimension E1 plus E2, c'est dimension de E1 plus dimension de E2 moins dimension de E1 inter E2. Vous vous rappelez que l'intersection de deux sous-espaces, on a vu que c'est un sous-espace. Eh bien, vous avez la dimension de la somme de deux sous-espaces, c'est égal à la dimension du premier sous-espace plus la dimension du deuxième sous-espace moins la dimension de l'intersection des deux sous-espaces. Alors, la décomposition de x appartenant à E1 plus E2 en x égale x1 plus x2 avec x1 appartenant à E1 et x2 appartenant à E2 n'est pas nécessairement unique. C'est-à-dire que selon les sous-espaces, c'est possible que je puisse écrire, vous me donnez deux sous-espaces E1 et E2, c'est possible de trouver un élément x qui appartient à E1 plus E2 qui s'écrit comme x1 plus x2 avec x1 appartenant à E1 et x2 appartenant à E2. Mais il peut aussi s'écrire comme étant x1' plus x2' avec x1' appartenant à E1 et x2' appartenant à E2, avec x1 différent de x1'. Donc l'écriture n'est pas unique en général. Par contre, on va voir le cas où l'écriture est unique, c'est en fait quand on a affaire à ce qu'on appelle une somme directe. Soit E, un espace vectoriel sur K de dimension finie, E1 et E2, deux sous-espaces vectoriels de E, on dit que E est une somme directe de E1 et E2, et on note E égale E1 plus somme directe comme ça E2, si et seulement si E, c'est E1 plus E2, et E1 inter E2 est égal à 0. Donc, il y a un petit souci ici, excusez-moi. C'est quoi le souci? Ce n'est pas une proposition, ça, c'est une définition. D'accord? D'accord. C'est juste que définition.
Donc, la définition d'une somme directe, c'est que E, il va s'écrire comme étant E1 plus E2. On sait ce que c'est que E1 plus E2. Si en plus on a la condition E inter E2 qui est nulle, qui est réduit à l'espace nul, au sous-espace nul si vous voulez, eh bien, on dit que E est une somme directe de E1 et E2. Et on écrit ça comme ça. E égale E1 plus avec un rang E2. Alors, si E est une somme directe de E1 et E2, alors la décomposition de x appartenant à E1 plus E2 en x égale x1 plus x2 est unique. En effet, pourquoi elle est unique? Pourquoi je ne peux pas écrire sous deux formes différentes? Parce que si x appartient à E1 de mes deux décompositions, je vais avoir x égale x1 plus x2 et aussi x1' plus x2'. Mais alors, puisque x1 plus x2 égale x1' plus x2', je vais pouvoir voilà. Donc, x1 plus x2, c'est x1' plus x2'. Ça veut dire que x1 moins x1', c'est x2' moins x2. D'accord? Mais le x1 moins x1', puisque chacun des deux, x1 et x1', c'est dans E1 et E1 est un sous-espace vectoriel, alors la différence x1 moins x1' appartient à E1. Même chose pour x2' moins x2. Il appartient à E2 parce que x2' appartient à E2, x2 appartient à E2, E2 est un sous-espace. Et qu'est-ce que j'ai trouvé là? J'ai trouvé en fait un x1 moins x1' qui est égal à un x2' moins x2. Le x1 moins x1', il est dans E1, mais il est égal à ça qui est dans E2. Donc le x1 moins x1', il est à la fois dans E1 et dans E2. D'accord? Parce que x1 moins x1', on a dit qu'il est dans E1, mais il est égal à x2' moins x2, donc il est dans E2. Par conséquent, comme le E1 inter E2, il ne contient que 0, ça veut dire que x1 moins x1' est égal à 0. Et donc, ça veut dire que x1 est égal à x1'. Même chose pour le x2' moins x2. Il appartient à l'intersection. L'intersection, elle est réduite à 0. Et par conséquent, x2' moins x2 est égal à 0. Par conséquent, l'écriture est unique. D'accord? Donc, quand on a en fait une somme directe, l'écriture est unique. Donc, si j'ai par exemple E, c'est E1 plus E2, l'écriture n'est pas unique. Je peux avoir des écritures différentes pour le même X. Bon, j'attends que cette ambulance passe. Vous m'entendez toujours? Il n'y a pas de souci? Allô? Oui, monsieur. D'accord. Donc, j'ai dit que lorsque vous avez une somme directe, c'est-à-dire lorsque E, c'est E1 plus somme directe, plus avec un rang, E2, eh bien, dans ce cas-là, l'écriture est unique. Et la définition suivante, c'est ce que on appelle sous-espace supplémentaire. On va dire que E1 et E2 sont supplémentaires dans E si si E est somme directe de E1 et E2. Dans ce cas-là, on dit que E1 et E2 sont supplémentaires. Proposition, si E1 et E2 sont deux sous-espaces vectoriels de E, alors les propriétés suivantes sont équivalentes. E1 et E2 sont supplémentaires dans E. 2i, E1 inter E2 égale 0 et dimension de E1 plus dimension de E2 égale dimension de E. Donc, pour montrer que deux sous-espaces sont supplémentaires, il suffit de voir que
la dimension du premier plus la dimension du second, ça vous donne la dimension de 2. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du rang d'un système de vecteurs, donc je ne vais pas revenir là-dessus, puisqu'en fait, voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est en fait revenir à l'échelonnement. Revenir à l'échelonnement. J'avais dit un peu quelques trucs là-dessus. Et il y avait un exercice que j'avais commencé à faire avec les groupes c'est l'exercice 8, troisièmement. Donc, je vais plutôt aller vers le tableau blanc. Bon, voilà. Donc, exercice 8, troisièmement, j'avais commencé à le faire, je n'avais pas fini, le temps était terminé, mais j'ai dit que quand on veut montrer est-ce que les vecteurs suivants sont libres, alors les vecteurs c'est V1, c'est 1, 2, 1, 2, 1. Ensuite, 2, 1, 2, 1, 2. Ensuite, 1, 0, 1, 1, 0. Ensuite, 0, 1, 0, 0, 1. Alors, il s'agissait de montrer que ces vecteurs, pas de montrer, on demande de voir si ces vecteurs sont libres. D'accord? Alors, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On fait alpha 1, enfin, alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3 plus delta A. Ou bien A, pour simplifier, hein, puisque AV1 plus BV2 plus CV3 plus DV4 égale 0, enfin égale 0, 0, 0, 0, 0. Et il faut montrer que, il faut voir si A, B, C, D c'est nécessairement nul. Et à ce moment-là, vous dites que les vecteurs sont libres. Sinon, ils ne sont pas libres. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure que l'échelonnement, c'est un outil très important, eh bien, au lieu de résoudre comme ça les systèmes, quand on échelonne, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup mieux. Alors, c'est ce qu'on va faire là. Alors, on va échelonner en ligne ces vecteurs-là. Je ne vais pas noter les opérations pour gagner du temps parce que c'est pénible d'écrire sur ce tableau blanc aussi, mais on va parler. Donc, la première ligne, je vais prendre celui-là comme pivot, le 1, et donc je vais faire 1, 2, 1, 2, 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour obtenir un 0 ici? Moins de le vecteur 1. C'est donc ce vecteur-là moins 2 fois ce vecteur. Ou c'est la deuxième ligne moins 2 fois la première ligne. Donc, je vais obtenir un 0. Ensuite, qu'est-ce que j'obtiens? Qu'est-ce que j'obtiens ici? Moins 1. Non. Moins 3. Moins 3. Moins 3. 3, oui. Ensuite, qu'est-ce que j'obtiens?
Zéro. 0. 0. Ensuite, c'est en moins 3. Moins 3. 0. 0. Et ensuite, c'est 0. Alors ici, c'est facile. Je fais cette ligne moins cette ligne. Donc, j'obtiens 0. Et puis, moins 2. Et puis, 0. Et puis, moins 1. Et puis, encore moins 1. Moins. Celui-là, j'ai le 0, donc je touche à rien. Alors, il faut savoir une chose, dans certaines situations, vous avez besoin d'avoir des traces de vos opérations. Si j'avais besoin de traces, j'aurais écrit ici V1' égale V1, V2' égale V2 moins V1, moins 2V1, etc., etc. Mais ici, je veux juste savoir s'ils sont libres ou pas. Je n'ai pas besoin d'écrire, par exemple, une relation de dépendance linéaire, etc., comme tout à l'heure dans l'exemple. Donc, je vais poursuivre. Maintenant, je vais prendre ça comme pivot et je vais faire obtenir ici un 0 et ici aussi un 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Monsieur, Oui, comment on a obtenu la troisième ligne? la troisième ligne. Ben, j'ai dit simplement cette ligne moins cette ligne. Monsieur, je vois pas ton curseur. Là, je fais 1. Regardez, la troisième ligne, c'est quoi? C'est 1, 0, 1, 1, 0, c'est ça? Oui, Ben, je fais cette ligne, moins la ligne 1, 2, 1, 2, 1. Donc, ça va me faire 1, 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 2, d'accord, c'est c'est moins bon, c'est 2. bon. OK. Bon. Oui, et la quatrième? La quatrième, je ne l'ai pas touchée, puisque j'ai un 0 ici. Ah, d'accord. Je n'ai pas fini. La première étape consiste à faire obtenir des zéros ici, en bas du 1, en bas du pivot. Oui, oui. Après, maintenant, il faut que les zéros avancent. Ça veut dire j'ai ça, je le garde comme pivot. Si c'était un 0 ici, ici, ce n'est pas un 0, j'aurais permuté. Et comme ici, j'ai quelque chose qui n'est pas nul, je le prends comme pivot. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire 1, 2, 1, 2, 1. Donc, le deuxième, je ne le change pas. En fait, j'aurais pu permuter ça avec ça, mais bon, il n'y a pas une seule façon de faire un échelonnement. Mais l'essentiel, c'est d'obtenir la forme échelonnée. 0, moins 3, 0. Alors, maintenant, comment obtenir un 0 ici? En combinant avec ça. Alors, je rappelle que vous pouvez multiplier cette ligne par un scalaire non nul. Je vais multiplier par 3 fois. Je vais obtenir moins 6. Et ici, je vais faire moins 2 fois ça. Donc, moins 2 fois cette ligne. C'est clair? 3, 10. Il faut ici, moins 6. Donc, je vais faire plus, ou bien si vous voulez, moins 2 fois ça. 3 fois ça, moins 2 fois ça. Donc là, 0, 0. Vous voyez pourquoi il faut obtenir 0 ici? Parce que quand je combine des 0 avec des 0, ça reste des 0. Donc là, j'ai fait tout ce qu'il faut pour avoir un 0. Donc j'ai dit 3 fois ça, moins 2 fois ça. Là, 0, 0, c'est 0. 3 fois ça, moins 2 fois ça, donc c'est moins 3. Et puis plus 6, donc ça fait 3. 3 fois ça, là c'est 0, donc moins 3. Maintenant, j'ai ici un 1, ici j'ai un moins 3. Je veux avoir un 0 ici. Je vais multiplier cette ligne par 3. Donc 3 fois ça, plus ça. Comme ça, j'aurai 3 plus moins 3, c'est 0. Donc, je vais obtenir 0, 0. Là, 0 avec 0, c'est 0. Là, j'ai dit ça,
3 fois ça, pardon. 3 fois ça. Oui, mais ça c'est fois 0, donc c'est 0. D'accord? Plus ça, donc c'est moins 3. Et puis, 3 fois ça, plus ça, donc plus 0, donc c'est encore 3. Oui, monsieur. Maintenant, les zéros ont avancé. J'ai 3 zéros ici, j'ai 3 zéros. Je vais obtenir des zéros encore. Plus 7, 3, 0, moins 3, 0. Je suis désolé, c'est un peu décalé. Et puis 0, 0, 0, 3, et puis moins 3. Et puis après, c'est des 0. Eh bien, comme on l'a expliqué tout à l'heure, quand j'ai présenté l'échelonnement, le fait que unique est nul, c'est que le rang de ces 4 vecteurs en fait est égal à 3, c'est le nombre, et ce n'est pas 4, donc ces vecteurs ne sont pas libres. Et donc, même du point de vue, je veux dire, présentation, quand vous, quand vous présentez votre calcul, voilà, ça c'est fini, vous pouvez conclure. Alors que quand c'est le système, je résous le système, je fais ça, je fais ça, je fais ça, c'est beaucoup plus lent. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord, donc pour résumer, donc, obtenir la technique d'échelonnement, c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser, il faut vous entraîner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, s'il y a des questions, sinon on fait une pause et on reprend pour le TD dans 10 minutes. Non, vous pouvez s'il vous plaît nous envoyer le cours. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. C'est-à-dire, je développe le cours et après, je vais l'envoyer, bien sûr. D'accord, merci. D'autres questions? Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas évidentes? Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, à tout à l'heure pour mes groupes et puis bon courage pour les autres.